Donc juste la dernière fois, on parlait on avait parlé de conduction de la chaleur, et je vous avais écrit la loi de Fourier. En particulier, on avait terminé par l'exemple suivant. On avait un barreau de longueur L, de surface ici de section S, et on avait noté K, la conductivité thermique. Et on avait montré que la puissance qui traverse, donc la quantité de chaleur par unité de temps et par unité de surface qui traverse le barreau ici. C'est sur le note. Il y a un brouhaha parce que c'est pas correct ou juste parce que c'est lundi matin? Ok, brouhaha. Et ça donnait ici KS sur L, facteur de T2 moins T1, où on avait ici la température T2, la température T1. Donc on avait une relation entre la puissance ici qui traverse le barreau et la différence de température T2 moins T1. Okay. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on va commencer par une application numérique qu'on n'avait pas fait la dernière fois. On va reprendre ici. On va considérer un exemple de la vie de tous les jours, genre une vitre. Pardon? Il y avait pas un moins. Alors il y avait peut-être un moins, ça dépendait de ce qu'on avait appelé T1 et T2. Donc oui, il y a un moins, tout à fait, parce que la puissance va du chaud vers le froid, donc effectivement. On va considérer ici le cas d'une vitre de surface S égale 1 mètre carré. Ça fait quoi comme épaisseur une vitre? Un demi-mètre. Un demi-centimètre, d'accord. Et la valeur numérique ici pour le verre, que je vous ai donné la dernière fois, c'est 1,3 watts par mètre par Kelvin. Yes. On va aller calculer ici la puissance qui traverse la vitre dans les conditions actuelles, là maintenant, c'est-à-dire estimer la température intérieure, la température extérieure. Mettez les bons chiffres là-dedans et donnez-moi la valeur de P. Il fait combien dans la pièce là? 24 ans. Il fait combien toi? 21. Allez, on va dire 21. T2 égale 21 degrés Celsius. Et dehors, il fait quoi? Il doit faire 6 ou 7? Ah non, un peu plus, 10. Allez, 11. Allez, 11. C'est bon. Un gros malin. Bon, ça se fait en 15 secondes en fait, peut-être maintenant. Alors, K fois S, 1,3 fois 1. Vous avez tous votre table de 1 dans la tête. 1,3. On divise par 0,5 cm, attention aux unités. Donc, il faut mettre ça en mètres, hein, en unité. Donc, ça fait 5 fois 10 moins 3. 5. 10 moins 3. Ça fait 200 en fait, hein, 1 sur 0,5 cm. Et puis, il y a quoi? Donc, L, on l'a mis, et T2 moins T1, ça fait 10. Donc, on a 13 sur 5, 10 moins 3. Il y a un moins. Alors, d'accord, je vais mettre de l'ordre sur le P. Le moins ici ne m'intéresse pas, il dit juste dans quel sens va la chaleur. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est vraiment la norme. Et ça fait combien ça? Ça fait à peu près. Oui, 26 fois 10 puissance 4. 3. Non. 2. 2. 2600. Et c'est quoi l'unité? C'est des watts. Ok. Donc 2600 watts. Ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? Je sais pas. C'est pas énorme. C'est vrai que, enfin beaucoup, pas beaucoup, ça veut rien dire dans l'absolu. Si on raisonne en termes de, je sais pas, laisser la lumière allumée, ça consomme, il y a combien d'énergie qui est perdue? Donc c'est l'énergie qui est perdue, hein. Si c'est l'énergie qui va de la pièce vers l'extérieur, avec une vitre qui est faite juste de verre,
il y a autant d'énergie de perdue que si je laisse 26 ampoules de 100 watts. Encore des ampoules de 100 watts, là je commence à faire dinosaure, parce que maintenant elles font plus 100 watts, elles font plus 20 watts les ampoules. Donc ça fait une centaine, vous laissez une centaine de lumières allumées en fait. Mais ça c'est par quoi la puissance? C'est vrai, la puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Toutes les secondes, il y a autant d'énergie qui part que si tu laisses la lumière allumée pendant le même temps. Donc, ici ça correspond donc à une centaine d'ampoules allumées en même temps. C'est énorme quand même. Donc, vous voyez là qu'il y a quand même un enjeu d'essayer de faire en sorte qu'une vitre ne laisse pas passer autant d'énergie que ça. Mais votre cas, là, vous le tenez d'où? Parce que c'est pas les vitres dans les bâtiments. Ça, c'est le cas, il dépend juste du matériau, mais c'est le fait que c'est du verre. Donc ça ne t'y peut rien, si tu fais des vitres en verre, tu vas avoir ce cas-là. Ouais, mais le fait qu'il y ait une bonne isolation entre les verres, c'est des joints et tout, ça change rien. Non, alors ça on va en reparler après, mais tu peux isoler aussi bien que tu veux là. Là, ce qu'on a calculé, c'est ce qui passe à travers la vitre. Alors attention, on a considéré ici que c'était juste une vitre, c'est du simple vitrage. On va voir juste après ce que ça fait de mettre du double vitrage. Et là, c'est si on a juste une vitre d'1,5 cm d'épaisseur qui fait 1 mètre carré, il y a déjà cette quantité-là d'énergie qui passe par la vitre. Si en plus après autour c'est mal isolé, etc., ça passe en plus à côté. Alors justement, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut améliorer ça en pratique. On va en venir à la notion de double vitrage dans pas très longtemps. Et pour ça, je voudrais écrire la relation qui est ici, là, d'une manière un tout petit peu différente. Ça, je peux l'écrire de la manière suivante. T1 moins T2 est égal à L sur 4 fois S multiplié par P. Et pourquoi j'écris ça comme ça? C'est pour revenir à l'analogie qu'on avait fait, que je vous ai présentée la dernière fois, l'analogie électrique. Je vous l'avais dit oralement, mais là j'écris un petit peu mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance thermique. Et ça, c'est vraiment très similaire à U égale RI, c'est-à-dire une différence de potentiel est égale à R fois, ici, un courant de quelque chose. Dans le cas électrique, c'est un courant vraiment de charge électrique. Ici, il s'agit d'un courant de chaleur. Et ça, c'est vraiment l'analogue de la loi d'Ohm. Donc ça, c'est l'analogue de I. Et ça, c'est l'analogue de U, une différence de potentiel. Je vais m'appuyer sur cette analogie parce qu'on va voir que les résistances thermiques ici, comme je vous l'avais dit la dernière fois, se combinent de la même sorte, de la même façon que les résistances électriques. C'est-à-dire quand on met des éléments en série, les résistances s'ajoutent. Quand on les met en parallèle, c'est les inverses des résistances qui s'ajoutent. On va le montrer tout de suite, ça. Et on va voir qu'à partir de ça, une fois qu'on saura comment combiner différents éléments, ça va être très facile de considérer le cas d'une vitre avec de l'air entre les deux, ou le cas de deux vitres qu'on met côte à côte. Enfin, on va pouvoir faire toutes les combinaisons d'éléments qu'on veut. Alors, pour moi, c'est 1,4. Ajout de résistance thermique en série ou en parallèle. Alors, ce qu'on appelle mettre des éléments conducteurs en série, on va commencer par là. Ben, c'est la situation suivante. Alors je vais toujours dessiner un barreau, mais ça pourrait être vraiment n'importe quoi, hein, c'est juste pour prendre une forme. Donc imaginez ici qu'on ait un certain barreau comme ça, et puis on en colle un autre, qui n'a pas forcément la même dimension, qui n'a pas forcément le même matériau. On va imaginer qu'ici, on est à la température T1, ici on a la température T2, là on a la température T3. Et je vais prendre, comme tout à l'heure, les dimensions qui vont être ici L1, c'est la surface S1. Ça va être L2, et la surface qui est ici, là, je vais l'appeler S2. Et ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la chaleur passe de cette face-là à celle-là.
en passant par le milieu. Et le point important à noter, une fois qu'on a réécrit ce que je vais écrire là, bah c'est quasiment fini, c'est le suivant, c'est qu'en régime stationnaire, c'est-à-dire que rien ne dépend du temps, donc le flux de chaleur il s'est bien établi dans le système et donc il est constant. La puissance qui traverse cet élément-là est égale à la puissance qui traverse cet élément-là, c'est-à-dire que la chaleur ne s'accumule pas ici. Si j'ai toutes les secondes 10 joules qui passent de là à là, bah ces 10 joules-là doivent aussi ensuite partir de là pour aller là. Sinon, ça s'accumulerait ici et j'aurais une augmentation de la température ici. Donc, si la température est constante à cet endroit-là, ça veut dire que globalement ici, le flux de chaleur est nul et donc le flux de chaleur entrant est égal au flux de chaleur sortant. Donc, on a la relation suivante. La puissance qui traverse ici l'élément 1 est égale à la puissance qui traverse l'élément 2. En série, les puissances sont égales. Je mettrai 3 ou 4 éléments en série, ce serait la même chose. La puissance serait la même tout au long de la chaîne de résistance que j'aurais ajoutée de la même façon. Ça, en électricité, je vais mettre en jaune les analogies. Ça correspond à quoi ça? C'est quelle loi? I1. Ce serait I1 égale à I2, effectivement. C'est-à-dire que si on a deux résistances comme ça, R1, R2, le courant ici qui traverse la première est égal au courant qui traverse la deuxième. Donc, en gros, ça veut dire que les charges ne s'accumulent pas entre les deux résistances, les charges qui rentrent ici finissent par repartir de l'autre côté. Donc on a cette relation-là. Ben, si j'utilise maintenant la relation qui est ici, on a que T1 moins T2 est égal à R1 T1, T2 moins T3 est égal à R2 P2. Ça, c'est vraiment la définition des résistances thermiques. Donc, je l'ai écrit d'abord pour l'élément 1 ici, ensuite pour le deuxième élément. Et si je fais la somme de ces deux égalités, ça me donne simplement T1 moins T3 est égal à, je faisais la somme, les P1 ici est égal au P2, donc je peux le mettre en facteur, et ça fait simplement R1 plus R2, facteur de P, je vais noter tout simplement P, hein, ce truc-là. Ça, là, je vais noter grand P. Et donc la relation qui est ici, elle a exactement la même forme que ça, avec la résistance totale ici qui vaut R1 plus R2. Donc la différence de température est égale à R fois la puissance qui traverse l'élément. Donc la résistance thermique de l'ensemble, c'est bien donné par la somme résistance thermique. On va faire une application de ça tout de suite pour le double vitrage. Alors si vous avez des questions là, sur le raisonnement et le calcul, allez-y. Oui. Ça change quelque chose si on fait, par exemple, si on met 3 barreaux, bah, par exemple le double vitrage, on a du verre, de l'air, du verre. Oui. Si on avait 2 fois du verre avec des températures différentes, si on inverse l'ordre en fait, ça change quelque chose ou pas? Non, ça ne change pas l'ordre, ça ne change rien si on inverse l'ordre des éléments, là c'est ça que tu veux dire? Parce que le calcul ici serait en même, ça inverserait simplement R1 et R2, et donc dans la somme ici, ça serait pareil. Alors, appliquons ça au double vitrage. Donc, alors effectivement, pourquoi est-ce que la notion de double vitrage elle est pertinente ici là? On est effectivement dans le cas où on a des éléments qui sont à la suite. Dans le double vitrage, on a 3 éléments en fait, on dit double, mais on a du verre, effectivement, de l'air, et puis de nouveau du verre. Voilà, le double vitrage, c'est ça. Et on a de l'air entre les deux. Alors, on va faire l'application numérique pour donc, les mêmes vitres que tout à l'heure ici. Pour le verre, L égale 0,5 cm. On va prendre une surface de 1 mètre carré. Et pour le quart du verre, on l'avait tout à l'heure, c'est 1,3 watts par mètre. Ça, en fait, ça va pas servir à quelque chose. On a déjà fait le calcul de tout ça. Ça, on sait déjà que la résistance thermique du verre ici, de la vitre, elle vaut
2600. Ah non, on n'avait pas calculé tout à l'heure. Ça fait 260, c'était. On avait que T1. On avait que la puissance, c'était 2600 watts. Ok, c'est l'inverse en fait. Ouais, ça, on va recalculer. On va calculer R vitre. Et pour l'air, on va considérer aussi une épaisseur de 0,5 cm d'air entre les deux. La même surface que le verre, forcément, puisque c'est délimité par le verre. Et le coefficient K correspondant à l'air, la conductivité thermique, ça c'est 0,026 dans les conditions usuelles. Ouais, ça va bien se passer. On va encore réveiller une petite heure et tout va bien aller. Monsieur, Oui. ça dépend de la pression, le câble, quand c'est un gaz. Oui, oui, ça dépend de la pression, ça dépend de la température, effectivement. Donc, la manière de procéder ici, on a 3 éléments qui sont en série. En série parce que la chaleur doit passer par le premier puits, par le deuxième puits, par le troisième. Donc vous allez calculer R vitre le R de la première vitre, le R de l'air, le R de la deuxième vitre va être le même, et la résistance totale, ça sera la somme des 3 résistances qu'on va trouver comme ça. À vous de jouer. Ouais, il y a juste à prendre votre calculette et puis à mettre. Vous trouvez ça à peu près 3,8 4, 6,3. Et donc l'unité, c'est des Kelvin par an. Kelvin moins 1, d'accord. Et pour l'air, on a tout ce qui est donné par le rapport des K. En fait, vous trouvez combien? 0,02. Kelvin, moitié. Donc la résistance totale, c'est donné par 2 fois la résistance de la vitre plus la résistance de l'air. Vous voyez que 2 fois ça, il est petit devant la résistance de l'air, donc c'est essentiellement la résistance de l'air en fait. Ça, c'est égal à 2 fois R vitre plus R de la couche d'air. Et ça, c'est, je vais le barrer parce qu'il est petit devant ce terme. Ça fait 0,2 Kelvin watt moins 1. Donc si on refait maintenant le même exercice que tout à l'heure, la même application, où on a une différence de 10 degrés entre l'extérieur et l'intérieur, le P, la puissance qui traverse le double vitrage, c'est donné par le delta T, la différence de température divisé par la résistance totale. Et cette fois-ci, ça fait 10 sur 0,2. Ça fait plutôt donc 50 watts. Monsieur, oui. Pourquoi quand on est dans un cas de simple vitrage, on ne considère pas qu'on a 2 épaisseurs d'air avec une vitre au milieu? C'est parce que ce qui nous intéresse dans les 2 cas, d'accord. Là c'est dehors, d'accord, les petits lapins et tout.
ici. Voilà. Okay. Ça, c'est l'intérieur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment comment est-ce que la chaleur passe de l'intérieur vers l'extérieur ici. Dans les deux cas, tout à l'heure, on a fait le cas d'un simple vitrage, ensuite on a fait le cas d'un double vitrage. Mais il faut comparer des choses qui sont comparables, c'est-à-dire que dans les deux cas, ou bien on prend en compte l'effet de l'air ici et l'effet de l'air là, et dans ce cas-là, il faut effectivement le prendre ici, ou bien on ne le prend pas en compte. Si on le prend en compte, ici, on aurait 5 éléments du coup. Et ces éléments-là interviennent de la même façon là que là. Donc si on veut vraiment savoir juste quel est l'effet de la vitre ici, ce qui nous intéresse, c'est on a une certaine température ici sur cette face-là, une autre température sur cette face-là, et comment est-ce que la chaleur traverse ici. Et dans la réalité, on prend en compte les... Dans la réalité, le fait qu'il y ait de l'air dans la pièce ici, ça ne joue pas tellement en fait. La pièce, elle est à 20 degrés. Ouais, l'air est à 20 degrés. Voilà, l'air est à 20 degrés, en plus la température elle est assez homogène, donc il n'y a pas tellement de transfert de chaleur entre ici et l'endroit où se trouve la vitre. Ça c'est aussi parce que dans la pièce on a de la convection, on verra ça tout à l'heure, mais l'air il peut être mélangé. Si effectivement de la chaleur sort par la vitre ici, la surface de la vitre est un petit peu plus froide que la pièce, hein, si je mets ma main je le sens, donc, mais il y a immédiatement de l'air un peu plus chaud qui vient et la température de la pièce elle est assez homogène. Alors pour revenir à ce qu'on trouve ici, hein, c'est vraiment beaucoup plus petit que tout à l'heure, hein. On a 2 ordres de grandeur. Donc voilà, l'effet du double vitrage, c'est vraiment ça. On se sert du fait que la résistance thermique d'une lame d'air, elle est faible, elle est grande devant la résistance thermique d'une lame de verre. Et ça, c'est parce que la conductivité thermique de l'air, si elle est faible. On est obligé de mettre du verre entre les deux, hein, parce qu'on ne veut pas que l'air qui est ici, là, s'échappe en fait. On ne veut pas que par convection, il s'en aille. Le verre, il est juste là pour tenir l'air à cet endroit-là. Idéalement, si on veut un vitrage qui est encore meilleur que ça, qu'est-ce qu'on a envie de mettre ici? Du vide. Si on met du vide ici, effectivement, on a 0 là. La conductivité thermique du vide, c'est 0. Ça ne laisse pas passer la chaleur par conduction en tout cas. Donc, que vaut la résistance ici du vide? Ça tend vers l'infini, effectivement. Si on a du vide, la résistance thermique est infinie, ce qui veut dire que la puissance ici tend vers 0. Avec du vide, on n'a pas de puissance qui est transmise, en tout cas par conduction. Ah, monsieur, ça ne marche plus la loi des séries. Si on met 2 vitres et du vide au milieu, on ne prend pas en compte la résistance de la vitre. Si, bien sûr, parce que ce que tu vas avoir, tu vas avoir 2 tiers de la vitre plus l'infini. Ça fait fini du coup. C'est oui, le R ici tend vers l'infini. Donc ça c'est encore plus négligeable du coup, et on trouve bien que c'est l'air, enfin le vide du coup qui domine la résistance thermique. Monsieur, le rayonnement il est puissant, on peut faire beaucoup de chaleur. On va le calculer tout à l'heure. C'est une bonne question, effectivement. Donc, si on met du vide ici, il reste quand même les perfs par rayonnement qui du coup vont dominer. On va voir tout à l'heure si elles sont importantes. Ça va ça? Alors là, ça c'était les résistances thermiques qu'on ajoute en série. Maintenant, il y a une autre situation importante en pratique, c'est quand on ajoute des résistances en parallèle. Je sais qu'ils font du triple vitrage, mais ils mettent quoi dans l'autre couche à part de l'air? Ils doivent faire vert, air, vert, et après ils mettent quoi? Je sais pas. Triple vitrage, peut-être 2 lames d'air séparées par une vitre, je sais pas. Alors en parallèle, c'est la situation suivante. Imaginez qu'on ait ici un mur opaque qui ne laisse pas passer la chaleur. Et on met là-dessus 2 éléments. Je vais mettre des barreaux comme tout à l'heure. Pas forcément la même forme ou la même taille. Voilà. On a ici la température T1. On a ici un autre mur à la température T2. Et la chaleur ne peut passer que par les barreaux qui sont ici. Ils sont en parallèle parce que la chaleur peut passer en même temps par les deux. Tout à l'heure, il fallait que ça passe. Quand c'était en série, il fallait que ça passe par l'un puis par l'autre. Là, ça passe maintenant par l'un ou par l'autre. Tout à l'heure, c'était un et, la chaleur passe l'un et par l'autre. Maintenant, c'est un ou. Et donc, ce qu'on appelle les résistances thermiques en parallèle, c'est vraiment ça. Et c'est l'équivalent de ce que vous connaissez en électricité. Quand on a des résistances comme ça, R1 et R2, avec un courant qui passe ici, le courant, il y en a une partie qui passe ici, une partie qui passe là, et le courant
enfin, les électrons qui passent d'un côté ne sont pas en train de passer par l'autre, ils passent par l'un ou par l'autre. Alors, ce qu'on a envie d'écrire maintenant, c'est que la puissance totale qui traverse le mur, eh ben, c'est la somme de la puissance de ce qui passe par la résistance ici, R1, et de ce qui passe par R2, c'est-à-dire c'est P1 plus P2 cette fois-ci. Si je veux faire le bilan de ce qu'a traversé, ben, je compte ce qu'a traversé par R1 ici, et j'ajoute ce qui a passé par R2. Donc maintenant, la puissance totale est donnée par ça. Et ça, si j'écris ça en fonction des résistances, vous vous rappelez qu'on a la relation delta T est égal à la résistance fois P. Donc le P qui est ici, c'est delta T sur R1. Le P2 qui est ici, c'est delta T sur R2. Et si je veux relier la puissance totale ici à la résistance thermique de l'ensemble, la résistance thermique ici, elle est reliée à la puissance totale par delta T sur R total. Alors ça, j'ai simplement écrit la définition de la résistance thermique totale qui relie la différence de température à la puissance qui traverse le tout. Là, vous voyez que si je simplifie par delta T là-dedans, ça veut dire que 1 sur la résistance totale est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ce qui correspond effectivement à l'addition des résistances électriques que vous connaissez quand on les met en parallèle. Alors, quand on sait comment ajouter des résistances thermiques comme ça en série et en parallèle, on peut faire vraiment beaucoup de calculs pratiques. Si on voulait calculer par exemple dans cette pièce, quelle est la quantité de chaleur qui est perdue, pas cette pièce, simplement disons le mur qui est ici, là, d'accord? Le mur qui est ici, il a cette tête-là, si je le regarde, il y a essentiellement 4 vitres. On a des murs ici, ben voilà, c'est essentiellement ça. Ici, on a des murs et 4 vitres. Ici, ce sera vraiment simple à calculer la résistance thermique de l'ensemble, puisqu'on a ici, on pourrait considérer qu'on a 5 éléments en parallèle. On a du mur, ici, qui a une certaine résistance thermique, et on a 4 vitres qui sont mises en parallèle, l'une avec l'autre. La chaleur, elle passe par l'une, ou par l'autre, ou par l'autre, ou par l'autre. Donc, la résistance thermique totale, ici, ça serait 1 sur R de la vitre, plus 1 sur R de la vitre, plus 1, c'est-à-dire 4 sur la résistance de la vitre, c'est celle qu'on a calculée tout à l'heure, plus 1 sur la résistance thermique du mur. Et là-dedans, si on veut faire ça un petit peu mieux, le R de la vitre qui est ici, si c'est du double vitrage, chaque vitre est elle-même constituée de 3 éléments en série comme ça. Donc le R de la vitre comprendrait, ça serait la somme de 2 fois ça plus 1 fois ça. Donc la loi d'ajout en série nous dirait comment calculer la résistance du double vitrage, et la loi des ajouts en parallèle nous dit comment calculer la résistance thermique totale. D'accord? Et bon, ça, il suffirait maintenant pour faire le calcul pour de connaître la conductivité thermique du mur qui est ici, que je ne connais pas et dont je me fiche un petit peu. Dans le cas où on est ici, probablement ce qui dominerait, ça serait celui-là. Hein. La conductivité du mur, elle serait faible, le mur conduit peu la chaleur, il a probablement été construit pour ça, donc sa résistance thermique est grande. Donc si R du mur est grand, le 1 sur R est petit, donc lui est probablement négligeable là-dedans. Et donc la résistance thermique du mur ici, c'est probablement dominé par celle des vitres. Encore une fois, après, ça se calcule, je ne veux pas non plus rentrer trop dans le détail là-dedans, c'est juste vous dire que, vraiment, de la même manière que quand on sait comment ajouter des composants électriques en série et en parallèle, on sait tout faire, bah là c'est pareil. Hein, une fois qu'on sait comment ajouter des résistances thermiques d'éléments qui transfèrent la chaleur, on peut vraiment faire tout un tas de calculs pratiques et réalistes. Vous avez des questions sur ça? Alors, je veux quand même rajouter un mot sur quelque chose qu'on avait dit la dernière fois. Je vous ai parlé d'équation de diffusion la dernière fois. Et je vous ai fait un petit dessin, un graphique qui représentait comment est-ce que évolue la température pour un système qui obéit à l'équation de diffusion. Et je veux aller un petit peu plus loin que ça. 1,5. Solution
solution de l'équation de diffusion dépendant du temps. Et on a vu la dernière fois, en combinant la loi de Fourier et puis la loi de conservation de l'énergie, on a vu que la température obéissait à d rond, la température sur d rond T égale à, on avait noté ça comme ça, K sur C, où K c'était la conductivité thermique et C c'était la capacité calorifique, fois Laplacien de T. Donc ça vous dit comment est-ce que la température évolue au cours du temps dans un milieu en fonction de la répartition spatiale de la température. C'est une équation c'est une équation différentielle. Hein. Là, je vais l'écrire sous sa forme la plus complète pour vous montrer à quel point elle peut être un petit peu embêtante. Le Laplacien, c'est les dérivées secondes, la somme des dérivées secondes par rapport à chacune des variables. Donc c'est une équation différentielle, une équation aux dérivées partielles qui dépend de 4 variables, le temps, la variable x, la variable y, la variable z. C'est une équation qui peut être compliquée et pour la résoudre dans le cas général, ça peut être vraiment complexe. Bon. Je vais juste vous montrer dans le cas le plus simple ce que donne la solution de ça dans le cas le plus simple. Je ne vais pas vous démontrer, vous faire la résolution, c'est-à-dire partir de l'équation, faire tout un tas de calculs et vous arriver à vous dire tiens, voilà, on trouve que la solution c'est ça, parce que ça peut être vraiment long, on pourrait passer une demi-heure et ça n'a aucun intérêt ici de le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la solution et on va vérifier ensemble qu'effectivement ce que je vous donne, c'est bien solution de cette expression. La situation dans laquelle la fonction que je vais vous donner est solution, c'est la suivante. C'est imaginer que dans l'espace, on est juste un point, ici, qui tout d'un coup libère une certaine quantité de chaleur. Donc on a un milieu ici qui a une certaine température, c'est homogène. On libère un petit peu de chaleur ici, vraiment en un point donné et en un instant donné. Genre on a un petit pétard qui explose, paf, et qui libère de la chaleur. Et voilà, on laisse cette chaleur se diffuser partout dans l'espace. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va chauffer localement cet endroit-là. Ce point-là va devenir chaud. Puis, étant chaud et l'extérieur étant plus froid, ça va chauffer l'extérieur. Donc l'extérieur va se chauffer petit à petit. Et lui, comme il donne de la chaleur à l'extérieur, il va devenir plus froid. On va tracer précisément l'évolution de la température comme ça. Mais je vous donne la solution de ce type de problème. La température, en fait, on peut montrer qu'elle est donnée par la forme suivante. C'est un problème à symétrie sphérique, hein, parce qu'on a un point donné, donc le système est symétrique par rapport à toute rotation autour de ce point. Et ça, c'est donné par, c'est égal à une constante A fois 4 pi dt puissance 3,5 exponentielle de moins R2 sur 4 dt, où ce qu'on appelle d ici, c'est le coefficient qui est ici. Ça là, c'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion. C'est ce que je note D. Et donc ce que je vous demande maintenant de faire, c'est de vérifier que la fonction qui est ici est bien solution de l'équation de diffusion. Vous avez besoin pour ça, alors je pourrais être cruel et vous laisser juste avec ça. Et vous allez utiliser l'équation qui est ici, mais c'est pas très sympa parce que là vous allez avoir à dériver par rapport à x, y et z, donc il va falloir écrire comment est-ce que R ici dépend de x, y, z. C'est pas très compliqué, hein, parce que R2 c'est simplement x2 plus y2 plus z2, mais il y a plus simple que ça. Je vais vous donner le Laplacien aux coordonnées sphériques. Vous allez utiliser le Laplacien aux coordonnées sphériques et vous allez donc calculer le Laplacien de t, vous allez calculer la dérivée de t par rapport au temps. Et vous allez montrer que les deux vérifient cette équation-là. Donc je vous donne le Laplacien ici en coordonnées sphériques. Monsieur, oui. Vous avez écrit que D est égal à K sur C. Ah, c'est un C. Oui. Très mal fait, merci. Et donc le Laplacien s'écrit de la manière suivante. En coordonnées sphériques, 1 sur R2. D rond sur D rond R de R2
des ronds F sur des ronds R, plus 1 sur R carré, sinus θ. Vous êtes familier avec les coordonnées sphériques, hein? Tous les jours. Hein. Des ronds F sur des ronds θ, plus 1 sur R2, sinus carré θ, d2f sur des ronds φ2. Où θ et φ, c'est les angles habituels des coordonnées sphériques. Et j'ai mis F ici et T, c'est Laplacien de F. Donc c'est un phi, non, dans le Manière sinus. Et ici, non, là c'est un θ. Donc, le θ qui est ici, c'est le même que lui, c'est le même que lui. Le phi n'intervient que dans la dérivée qui est là. Le jeu, hein, c'est de calculer d'une part la dérivée par rapport au temps de la fonction que je vous ai donnée ici, d'autre part son Laplacien, et du coup de vérifier que les deux sont bien reliés par l'équation qui est ici. Donc c'est un puzzle à 3 pièces. Ça je l'enlève pour ne pas vous perturber. Il faut montrer que ça vérifie. Non. Il vous fait peur le Laplacien là? Un peu. Ah non, Θ, il n'y a pas de phi, hein, c'est la symétrie sphérique, donc il n'y a que R qui intervient. Donc déjà les deux derniers termes de la somme, vous pouvez les virer. Quand on a la symétrie sphérique, pour la dérivée par rapport à t, il y a deux termes, hein, parce que t intervient ici et là. Donc là, j'ai juste dérivé la fonction qui est ici. Ça, c'est t puissance moins 3,5. Donc ça fait moins 3,5, ça fait t puissance moins 5,5, avec les autres coefficients qui sont les mêmes. Et ensuite, on dérive l'exponentielle, donc c'est la dérivée d'une fonction composée. On dérive tout ça par rapport à t, ça fait moins 1 sur, avec le logiciel, plus 1 sur t carré, fois R2 sur 4 grand D, et fois le préfacteur, qui cette fois-ci ne change pas, 4 D, puissance 3,5, fois T. Ça d'ailleurs, on peut l'écrire de manière beaucoup plus simple. Ça c'est moins 3,5 de t puissance moins 5,5. Allez, je vais mettre ça ici, sur t même. Fois grand T. Regardez bien ici. Dans le terme qui est ici, vous reconnaissez, si je mets ça ensemble avec ça, et puis avec un 1 sur t puissance 3,5, ça me redonne grand T ici. Donc, tout le terme qui est ici, là, tout ce terme-là, ça c'est simplement donné par moins 3 sur 2t fois la température grand T. Et de manière similaire ici, lui, il est égal à R2 sur 4 grand D fois T2 fois la température grand T. Voilà, la dérivée de la température par rapport au temps est simplement donnée par cette expression-là. Maintenant, le Laplacien. Il faut calculer la dérivée par rapport à R, multiplié par R carré, redériver par rapport à R et diviser par R carré.
Donc il faut commencer pour calculer le Laplacien par dériver la température par rapport à R. Ça c'est super simple, ce qui n'intervient que dans l'exponentielle qui est ici. Moins 2R sur 4 dt fois tout le reste, c'est-à-dire grand T. On pourrait s'amuser à tout réécrire, hein, mais en fait c'est beaucoup plus simple de l'écrire comme ça, parce que vous allez voir, ça va nous aider à calculer la dérivée seconde sans écrire des lignes et des lignes de calcul. Si on multiplie ça par R carré, on trouve ici du coup un R cube, et on veut ensuite dériver tout ça par rapport à R. Si on dérive tout ça par rapport à R, on va avoir deux termes. Le R, je vous rappelle qu'il est ici, mais il est aussi là-dedans. Ça, c'est T de R et de T. Donc la dérivée par rapport à R, on a d'une part moins 6 R carré sur 4 dt fois T, moins 2R cube sur 4 dt fois la dérivée de T par rapport à R. Or, la dérivée de T par rapport à R, elle est donnée déjà par tout ça, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est-à-dire c'est moins 2R sur 4 grand D fois T fois grand T. Enfin, ça, c'est d T sur d R. Bon, je simplifie par 2 ici, ça fait 3R2, et je divise par 1 sur le carré. C'est ça qui me donne le Laplacien. Donc ça fait simplement moins 3 sur 2 grand dt fois t. Moins par moins, ça fait plus. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Fois 1 demi, ça fait 1 quart. On a ici R2 sur 4 dt fois t. Et attention, ici, c'est d carré et t carré. On a un D là, et pareil pour le T. Et vous voyez qu'effectivement, ça, c'est la même chose que ça. Donc là, je suis allé vite, hein. Vous re-regarderez le truc tranquillement, vous reprendrez le calcul. On peut s'amuser à faire le calcul en écrivant tous les termes, etc. C'est un petit peu plus malin quand même hein, de réécrire T dès qu'on peut, surtout quand on veut calculer les dérivées successives. Ici, là, on s'est épargné pas mal de calculs en remarquant que c'était la dérivée de T. Dans la dérivée seconde de T par rapport à R, intervenait la dérivée première qu'on venait de calculer. Donc en tout cas, la solution, du coup, la fonction qui est ici, est bien solution de l'équation de diffusion. Et si on la représente graphiquement, voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais la représenter en fonction de R pour plusieurs temps T. Ça a quelle tête ça? Vous savez comment on appelle ce type de fonction là? Comme ça, comme fonction de R, ça a un nom. Vas-y. Donc, en fonction de R, c'est une constante fois exponentielle de moins R carré sur une constante. C'est une gaussienne. C'est une gaussienne en R. Donc ça veut dire à t donné, cette fonction-là, vous l'avez déjà représentée, c'est quelque chose qui fait comme ça. Et dont la largeur, ici typique, alors la largeur typique, c'est la largeur quand elle a décru d'un facteur 1 sur E, c'est donné par la racine carrée du terme qui est ici, c'est-à-dire là, ça c'est racine de 4 grand D fois T. Donc la température ici, si on la représente en fonction de R, ça fait une bosse dont la largeur est donnée par racine de 4 D fois T. Ça c'est pour un T donné. Si je prends un T plus grand que celui que j'ai tracé ici, on peut montrer que si T est plus grand, la largeur ici va être plus grande, hein, donc ça va être quelque chose de plus étalé. Si T est plus grand, le préfacteur ici va être plus petit. Quand T augmente, 1 sur T puissance 3,5 diminue. Donc plus T augmente, plus le préfacteur ici va être petit. Donc plus la courbe ici va s'aplatir. Effectivement, quand T augmente, on se retrouve ensuite avec quelque chose
plutôt comme ça. Donc ça c'est pour T grand. Et à l'inverse, quand T est petit, quelque chose qui va être assez piqué. Il va y avoir cette tête-là. Donc voilà, une solution de l'équation de diffusion dans la situation où ici on libère de la chaleur en un point donné pendant un temps très petit. Voilà comment la température va évoluer dans le milieu. Au début la température est très grande, là on a libéré la chaleur, toute l'énergie thermique est concentrée, là on a libéré la chaleur, et ça diffuse de part et d'autre comme ça en fonction du rayon, et ça finit par s'étaler dans tout l'espace. Donc ça c'est vraiment très général, hein. Ça c'est la solution générale de l'équation de diffusion quand on a une source qu'on dit ponctuelle. Ça serait la même chose si vous voulez par exemple savoir comment on diffuse un parfum dans l'air. Les molécules dans l'air se déplacent aussi par le processus de diffusion, et si vous voulez savoir quand vous libérez à un instant donné, tape une petite goutte de parfum ici, comment est-ce que ça se diffuse dans l'espace, et bien ça va être aussi donné par ça. Une caractéristique importante de cette courbe-là, c'est que à tout instant T, la courbe ici n'est pas nulle. En fait, elle n'est jamais nulle, cette courbe-là. C'est-à-dire que même dès que vous avez commencé à allumer la source, ou par exemple le parfum, vous avez lâché le parfum à un instant donné, et ben, il va y avoir des molécules arbitrairement loin. En fait. Donc vous pouvez vous mettre ici, même à un T court, vous allez avoir quelques molécules qui vont aller très vite, beaucoup plus vite que les autres, et qui vont effectivement atteindre n'importe quel point. Ça c'est important hein, pour les animaux par exemple qui sont sensibles à leur proie ou à leurs prédateurs avec l'odeur. Hein, c'est important, ça veut dire que l'odeur c'est pas un truc qui se déplace à une vitesse constante, c'est quelque chose, dès que quelque part dans la pièce vous avez un processus qui libère des molécules, et ben vous allez trouver tout de suite après des molécules un peu partout dans la pièce. Ça va être limité par la vitesse elle-même des molécules, mais ça c'est grand, hein, c'est 300 mètres par seconde. Donc dès que vous avez des molécules qui sont libérées quelque part, très rapidement vous en avez partout, et si vous avez un capteur qui est suffisamment sensible, vous allez savoir qu'il s'est passé ça dans la pièce, et genre la souris va savoir qu'il y a un chat quand on va approcher tout de suite. Alors, là je suis en train de parler de molécules, c'est pareil pour la chaleur, il y a plein d'autres situations dans lesquelles cette équation de diffusion est valable. Et si vous vous intéressez à ces situations plus tard, vous allez rencontrer cette fonction-là vraiment très très souvent. Alors, ça va ça? Donc ça clôt ce que je voulais dire sur la partie conduction de la chaleur. Quand j'ai commencé à vous parler de transfert d'énergie, je vous ai dit qu'il y avait 3 modes de conduction. Il y avait donc la conduction de la chaleur, il y avait la convection et puis le rayonnement. La convection, je ne vais pas en parler ici. C'est quelque chose qui, pas parce que c'est pas intéressant, hein, mais parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment très technique, et il faut bien que je fasse un choix. Quand je dis que c'est technique, la convection, c'est donc un phénomène dans lequel, quand vous avez de la chaleur à un endroit donné, cette chaleur peut être transmise à côté parce que les molécules elles-mêmes se déplacent, ou parce qu'il y a des courants de matière hein, qui se font dans le fluide. Donc ça se fait ça dans les fluides, hein, ça ne se fait pas dans les solides, parce que les solides, les molécules elles restent à leur place au cours du temps. La raison pour laquelle c'est difficile dans les fluides, c'est que pour comprendre ça, il faut comprendre la dynamique des fluides. Il faut comprendre comment est-ce que, quand vous chauffez un élément de fluide, comment est-ce que ce fluide se déplace à travers le reste du fluide. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait de la mécanique des fluides. Non? Ok, ça veut dire non. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement être assez complexe du point de vue des équations. Donc je vais ici me concentrer sur le troisième mode de conduction de la chaleur, qui va être le rayonnement. Et alors, ce que je vais vous raconter ici, ça va être basé sur la notion de corps noir. Donc ça, c'est une notion qui peut être aussi un peu assez subtile. Je ne vais pas non plus rentrer dans trop de détails, simplement. Donc on va s'intéresser à la question qu'on va se poser ici, c'est on a un objet. Cet objet, quelle que soit sa température, il émet de l'énergie. Vous pouvez le mettre dans le vide,
En fait, dedans, à l'intérieur de l'objet, vous avez des atomes, vous avez donc des électrons qui sont en train de se déplacer, vous avez des noyaux aussi qui sont en train de vibrer. Le fait que quand je dis que ce corps a une certaine température, ça veut dire que ce qui est dedans est en train de vibrer et de se déplacer. Et vous savez, quand on a des charges électriques qui sont en train de vibrer, on a du rayonnement. Vous avez eu un excellent cours d'électromagnétisme où on vous a vaguement évoqué ça au premier semestre. Donc voilà, quand on a des charges qui sont en train de vibrer, on a des pertes par rayonnement. Donc ce truc est en train de rayonner de l'énergie. Pour calculer la manière dont, pour calculer la quantité d'énergie qui est émise par ça au cours du temps, on pourrait faire de l'électromagnétisme classique, se dire, ben voilà, dedans en fait c'est des molécules qui sont en train de vibrer, comment est-ce avec quelle amplitude est-ce qu'elles vibrent, et utiliser donc les lois de la mécanique, les lois de l'électromagnétisme pour trouver le rayonnement émis. Ça c'est un problème que se sont posés les gens à la fin du XXe siècle, et ils sont tombés sur un problème. Quand on applique bêtement les lois de l'électromagnétisme, qu'on essaie de calculer vraiment comment est-ce que ça émet, on s'aperçoit que pour un corps à une température T, on trouverait un rayonnement qui est infini. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail historique de ça, mais ça c'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Et les gens étaient vraiment très embêtés à la fin du XIXe siècle avec ça, parce qu'ils avaient l'air de ne pas comprendre. Effectivement, il y a un truc qu'ils ne comprenaient pas. La clé de ça, c'est venu au début du XXe siècle, avec Planck et avec Einstein, qui ont compris que pour décrire effectivement le rayonnement d'un corps, il fallait absolument faire appel à la mécanique quantique, pas la mécanique classique. Il fallait mélanger de l'électromagnétisme et de la mécanique quantique. Et en appliquant certaines des idées qui sont après devenues de la mécanique quantique, ils ont réussi effectivement à décrire le rayonnement des corps, et ils sont tombés sur quelque chose qui n'était pas infini et qui avait en fait la tête de ce qu'on observait expérimentalement. Pour ça, ils sont appuyés sur ce qu'on appelle le corps noir. Le corps noir, c'est un corps idéalisé. Le fait qu'il soit noir ici, ça veut dire qu'il absorbe, il est parfaitement absorbé. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle un corps noir, c'est un corps sur lequel, si vous lui envoyez de la lumière, eh ben, il absorbe tout. Ça ne veut pas dire qu'il émet rien, il va aussi émettre de la lumière, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais si on lui envoie quelque chose, il prend tout, il ne réfléchit rien, il absorbe tout. Et c'est effectivement le cas, ça s'appelle noir, parce que si vous avez un objet qui est noir dans la vie de tous les jours, c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Quand vous êtes habillé en noir, vous allez au soleil, vous recevez beaucoup plus vous absorbez quasiment toute la chaleur, tout le rayonnement lumineux qui vous vient du soleil, alors que si vous êtes en blanc, vous avez une partie qui réfléchit, vous avez moins chaud. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle un corps noir, s'il est parfaitement absorbé. Et ils ont pu montrer, donc Planck, puis Einstein, puis d'autres, que le rayonnement émis par un corps à une température donnée, un corps noir porté à une certaine température T, rayonnait de la façon suivante. Je vais noter ici la puissance émise à chaque longueur d'onde. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le spectre. Il n'émet pas de la même manière à toutes les longueurs d'onde. Et ça fait quelque chose qui a cette tête-là. Ça décroît aux petites et aux grandes longueurs d'onde. Et on a un certain maximum. Ça émet à une longueur d'onde ici, que je vais appeler lambda m, lambda du maximum. Et ils ont pu montrer aussi que pour des corps noirs qui ont des températures de plus en plus élevées, ça vous l'aurez dans les notes, la courbe, comme ça. Donc ça c'est un T plus grand. Donc à température plus élevée, donc la courbe jaune représente une température plus grande que la courbe blanche. Vous voyez que d'une part, la puissance totale elle est plus grande, ça émet plus. Donc plus c'est chaud, plus ça émet. Et vous voyez aussi que la longueur d'onde du maximum, elle est plus petite. Plus la température est grande, plus le maximum se produit à une longueur d'onde qui est petite. Et on a une relation en fait entre la température et le maximum de longueur d'onde dans l'émission, qui est donnée par ce qu'on appelle la loi de Lind.
Vous avez déjà vu ça? Ça vous dit quelque chose? Non? La loi de Wien, elle s'écrit comme ça. Lambda m fois t, c'est une constante dont la valeur est donnée par 3 10 puissance 3 mètres Kelvin. Donc là, ça vous dit que la longueur d'onde du maximum est inversement proportionnelle à la température. Ce que j'ai dit un petit peu ici. Enfin, là, j'ai juste dit que lambda diminuait quand T augmente. Là, de façon plus précise, lambda diminue comme l'inverse de la température. Ben, allez-y calculer le lambda m pour le Soleil, par exemple. C'est quoi la température du Soleil? Chaud. Avec combien? Ouais, 5800 Kelvin à peu près. Et ensuite pour le corps humain. C'est combien la température du corps humain? 37. Alors bon, c'est 37, nous on n'est pas vraiment à 37, hein, la peau, on est un peu moins, mais juste effectivement prenons une trentaine de degrés. 30 degrés Celsius. Votre peau, elle n'est pas vraiment à 30 non plus, mais là, c'est vraiment pour un ordre de grandeur. Allez-y, calculez le lambda pour ces deux grandeurs. Ah, pardon, j'ai mis 10 puissance 3 ici. C'est 10 moins 3. Donc, ça fait un facteur 10 moins 6 par rapport à ce que tu as dit. C'est-à-dire, ça va faire 500 nanomètres. En gros. Pour le Soleil. C'est ça? Donc ça correspond à, en gros, du vert, jaune. C'est effectivement l'ordre de grandeur. C'est dans le visible. Hein, c'est dans le visible. Donc le maximum d'émissions en longueur d'onde du Soleil se trouve dans le visible. C'est pas un hasard. Et pour le corps humain? Michel, ça veut dire quoi en concret? C'est à 500. Enfin, si on a envie d'avoir de la chaleur, il faut se mettre sur cette longueur d'onde. C'est à cette longueur d'onde-là où tu vas avoir le maximum de puissance qui est reçu par le Soleil. Si tu veux un capteur qui capte beaucoup d'énergie de la part du Soleil, tu vas avoir intérêt qu'il capte dans cette longueur d'onde-là. C'est pour cette raison probablement que l'œil est sensible à ces radiations-là, hein, parce que c'est le Soleil qui nous éclaire, donc si on veut voir de façon efficace, il faut être sensible à ces longueurs d'onde-là. Et pour le corps humain, du coup, donc 10 microns. Donc ça, c'est dans quelle gamme de rayonnement? C'est pas dans le visible, c'est dans les micro-ondes. Alors, c'est dans l'infrarouge, dans les micro-ondes. Ça serait plutôt dans l'infrarouge. En fait, les micro-ondes, ça serait encore plus, c'est donc d'onde encore plus élevé. Donc, c'est l'infrarouge. C'est pour ça qu'on voit les gens la nuit avec des caméras infrarouges. Hein, c'est le fait que les corps rayonnent. De façon proportionnelle à leur température. On va voir ça tout de suite. Juste ici, je vous ai parlé de corps noir. Le corps humain n'est pas un corps noir, le Soleil pas tout à fait non plus, mais il se trouve que la courbe qui est ici, elle peut décrire quand même des situations beaucoup plus générales que celles des corps noirs. En fait, on peut montrer, je ne vais pas le faire ici, mais on peut montrer que les corps usuels rayonnent avec des courbes qui sont assez similaires à celles-là. Vous avez souvent simplement un facteur correctif qui est ce qu'on appelle une émissivité, donc qui est un coefficient numérique. On multiplie ça par un certain nombre plus petit que 1, et ça donne l'émission émise par un vrai corps qui n'est pas un corps. Alors, juste pour ce qu'on va faire ici, on va considérer que les corps usuels sont des corps noirs, et ça va donner les bons ordres de grandeur. Donc là, ce que je vous ai écrit, ça c'est la loi ça s'appelle la loi de Planck, hein, d'ailleurs, la loi qui est ici. Je ne vous donne pas sa forme analytique, vous la trouverez facilement dans les bouquins. Ce qui m'intéresse ici, le dernier truc dont je veux vous parler, c'est la puissance totale émise. Ça s'appelle la loi de Stéphane. Et cette loi de Stéphane, donc, elle donne la puissance totale émise par un corps noir.
voir. Et c'est par unité de surface. Je vais faire un petit dessin après. Cette puissance, je l'appelle dP sur ds. P c'est la puissance et S c'est la surface. Ça c'est pi sigma côté puissance 4. Tout ça c'est la constante de Stefan Boltzmann. Et alors, ça se démontre, hein, ça, je ne vais pas le faire du tout ici, mais du coup dans la démonstration, si vous faites ça plus tard, vous trouverez que ça c'est donné en fonction des constantes fondamentales. C'est 2π5 sur 15 fois la constante de Boltzmann à la puissance 4 sur la constante de Planck au cube sur la vitesse de la lumière au carré. Et ça fait à peu près 5,67 10 moins 8 watts par mètre carré et par Kelvin à la puissance 4. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si vous avez un machin qui a la température T, si vous prenez ici 1 mètre carré de surface sur le machin, et bien ça rayonne ici la puissance sigma T4 vers l'extérieur. Donc ça perd, chaque mètre carré perd la puissance sigma T4. Alors, application de base, vous allez tout nu dans l'espace, au bout de combien de temps vous êtes mort de froid? Est-ce qu'on meurt de froid d'abord ou de quoi? La question étant, est-ce qu'on meurt de froid d'abord ou du manque d'oxygène? Oui, c'est une bonne question. Si vous regardez des films de science-fiction débiles, vous avez l'impression qu'effectivement vous mourrez de froid avant de geler. Regardez Sunshine par exemple, le gars il est dehors sans combinaison, puis il gèle. Et il gèle. Dans Mission to Mars aussi, le gars prenait son casque. Ouais, ça Je bien un gars qui gèle. Hein. Là, les gens, je pense qu'il explose. Bah, Ouais, ça explose. Alors, il explose, il gèle ou il meurt de. On verra ce qu'il fait. On va déjà s'intéresser à la question de l'aspect perte d'énergie. On peut plutôt souffler quand on met les casques, je pense. On va faire une palette des conclusions. Alors, quelle est la puissance perdue par énergie thermique par un être humain qui est à la température, dont la peau sera à la température de 30 degrés? Ben, il suffit de calculer sigma T4, hein, c'est vraiment facile. Et la puissance totale, c'est la surface d'un être humain. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre surface, vous connaissez probablement votre poids, peut-être votre volume, mais votre surface, non. C'est sigma fois T4. Ça, c'est 300 Kelvin en gros. Ça, c'est 5,67 10 moins 8. Et là, c'est quoi là? C'est votre surface? Un mètre carré. 2 mètres carrés. 2 mètres. 2 mètres carrés? 1 mètre devant, non, 1 mètre devant. À peu près la même surface devant que derrière. Enfin, sans vouloir. Ouais, non, mais c'est avec la surface de derrière. Ah, j'ai clair. Vous dites quoi, 2 mètres carrés? Ouais. Bon, vous ferez l'exercice chez vous, vous enlevez votre t-shirt, vous le découpez, vous le mettez à plat, vous avez la partie torse, vous faites pareil avec votre pantalon, vos chaussettes et puis votre chapeau, et bon, vous allez trouver quelque chose de l'ordre du mètre carré en fait. Donc là, ça c'est pas mal pour l'application numérique, parce qu'on trouve du coup, faites-le, 300 puissance 4 fois 5 10 moins 8. Ok. Donc on perd 400, environ 500 joules par seconde, par rayonnement. Okay. On a combien de... Il y a combien de joules en nous d'énergie thermique? Combien de joules avez-vous en vous? Bah ça c'est assez facile, hein. On est essentiellement constitué d'eau. Notre capacité calorifique c'est celle de l'eau. Donc notre énergie interne c'est notre capacité calorifique fois notre température. Vous pesez combien? 60 kg, allez, 60 kg fois 39, il fait chaud.
fois la masse, fois la capacité calorifique de l'eau, c'est-à-dire 4180 joules par kilo, et par Kelvin. Et fois, on a dit, température 300 Kelvin. Ça fait combien ça? Allez-y, remachine. Ça, c'est la puissance perdue par notre corps par rayonnement, et ça, c'est l'énergie thermique qu'on a en nous. 75, 10 puissance 6. Ok? Donc il faut combien de temps avec cette puissance-là pour perdre cette énergie-là? On divise ça par ça. On fait sur 63 000, d'accord? 163 000, divise ça par 3600. Ça c'est des secondes, je vais l'avoir en heures. 45 heures. 45 heures. C'est 36. Donc 2 jours, on dira. Ouais. Donc voilà. Alors ici il faut faire attention, c'est juste un calcul d'ordre de grandeur. Il faudrait bien considérer le fait que quand on perd de l'énergie, on se refroidit. Donc en fait on perd notre énergie de moins en moins vite. Parce que quand T diminue, sigma, enfin le P diminue. Et donc en fait on durerait beaucoup plus longtemps que ça. Mais si on perdait tout avec le taux initial, déjà il faudrait 2 jours pour qu'on refroidisse complètement. Donc toutes ces scènes de films où vous voyez les gens se refroidir instantanément, c'est débile. Et ça veut dire quoi, refroidir complètement? Ça veut dire refroidir jusqu'au zéro absolu? Ça serait jusqu'au zéro absolu, oui. Si tu veux reprendre le calcul et regarder quand est-ce que tu atteins la température de 10 Kelvin, ce qui est déjà pas mal froid. Ouais, mais bon, déjà si on part du principe que qu'on passe en dessous de 25 degrés Celsius, on est déjà mort. Ça sert à rien d'aller aussi bas. Enfin. Oui, non, moi ce qui m'intéresse, c'est savoir quand est-ce que... C'est pas tellement de savoir s'il est vivant ou pas, le gars, c'est de savoir s'il est gelé ou pas. Il y a tellement son apparence. Donc, alors, effectivement, ça c'est pour aller aux heures absolues. Si c'est pour aller à la température de gel de l'eau, il faudra peut-être un facteur 10, mais ça ne va pas être la fraction de seconde ni la seconde. C'est l'heure, l'échelle de temps. Et monsieur, on peut l'atteindre au bout d'un certain temps, le zéro absolu? Non, c'est symptomatique. Oui. Mais quand tu es dans l'espace tout nu, la nuance elle est pas très importante. Oh, on pourra presque finir sur ça à la limite. Ça résume bien. Donc en TD, vous allez voir, ou bien, pas cette fois-là, mais bien celle d'après ou encore celle d'après, vous allez étudier un petit peu tout ça et notamment les effets sur l'atmosphère. On peut à partir de ça, par exemple, calculer la température des planètes, en calculant le rayonnement que ça reçoit, ce que ça émet, tout ça. On peut juste par le calcul voir quelle est la quantité de la Terre, et quelle est la température de la Terre. Ça marche assez bien. Et vous verrez l'effet de serre aussi. Comment est-ce que l'atmosphère joue, quel rôle joue l'atmosphère là-dedans, pourquoi est-ce que le fait que la Terre est une atmosphère augmente sa température.